Et son équipe, du lundi au jeudi, de 19h à 20h30, sur Nostalgie, dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs, du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, très heureux de démarrer la semaine avec vous. Vous le savez, rendez-vous donc est pris dans Nostafoot chaque semaine du lundi au jeudi de 19h à 20h30. Très heureux de vous retrouver, très heureux de lancer la semaine comme ça avec vous. Surtout qu'on a un invité exceptionnel, on va en parler dans un instant. Joël Héraclide Assina est avec nous. Bonsoir Malik, Tu n'es pas l'invité exceptionnel, mais tu es essentiel dans cette team évidemment. Roland Danon. Salut Roland. Salut Malik. Bon, ça va? Oui, très bien. Un bon petit week-end, ça va? Un peu claqué, mais ça va. Un peu claqué. Mais qu'est-ce que tu fais de tes week-ends au Je final? joue Maracana à 6h. Ouais, ça c'est le programme. Voilà. On a Plus, et Garba parti après. Ça, on le connaît. Il a des combos. On connaît le programme. Kalenda Messi, comment ça va? Ça va et toi Malik? Bon, c'est un plaisir. Bon, ça va. Surtout, ça va d'autant plus qu'on a, je vous le disais, un invité spécial aujourd'hui. On a tout simplement monsieur Emers Frey avec nous. Salut coach. Bonsoir à tous. Le sélectionneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire et sélectionneur des U23 qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. On va passer l'émission ensemble et évidemment 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44. Tu sais coach, tu sais que t'as attendu par le pays tout entier. À ce qui paraît, oui. À ce qui paraît. Les gens ont hâte de m'entendre. Les rumeurs ne sont pas infondées. Oui, tu es très attendu. Et on va rentrer donc dans le vif du sujet pour démarrer cette émission. Alors, je le rappelle encore une fois, tu es le sélectionneur adjoint de cette équipe de Côte d'Ivoire. Alors, organisation particulière, puisque Ghislain Printin est l'adjoint de Jean-Louis Gasset. Alors, j'imagine que revenir dans la sélection par ce biais-là, c'est forcément un sentiment de fierté. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de ton engagement avec la sélection? Par exemple, comment s'est passée ta première rencontre avec le président Idriss Diallo et comment cet accord a été conclu, si j'ose dire? Ouais, ça s'est fait un peu dans la précipitation, on va dire, parce que moi j'ai évolué à cette époque-là avec la réserve du Clermont Foot, club de Ligue 1 française. Et une fois les élections terminées, le président de la fédération m'a contacté pour me proposer ce projet, donc qui était de venir épauler Jean-Louis Gasset et Ghislain Printin dans cette mission qui était de préparer. On avait à cette époque-là 1 an et demi pour préparer la CAN qui devait se jouer en juin, et donc il m'a proposé de venir épauler le staff de Jean-Louis Gasset pour aller chercher la CAN et surtout garder la CAN à la maison. Et justement, quand tu parles d'épauler, forcément, comment ça se passe dans ce staff? Il y a Ghislain Printin, premier adjoint, deuxième adjoint. C'est quoi ton rôle exact quand tu dis épauler? Déjà, j'ai un peu de mal avec avec cette nomination de premier, deuxième adjoint. En fait, le staff, c'est très simple. Il y a Jean-Louis Gasset qui est le sélectionneur et le coach principal, qui a plus un rôle de manager. Voilà, c'est plus un rôle de manager qu'il a, et à côté de ça, il a son ami depuis plus de 40 ans qui est Ghislain Printin, avec qui il a l'habitude de travailler. Avec qui il était à Saint-Étienne notamment. À Saint-Étienne, à Bordeaux, donc ils se connaissent depuis pas mal d'années, donc ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et puis il y a en plus de ça un autre adjoint qui est donc moi. Donc moi je serais pas dans une nomination de premier ou deuxième adjoint, je serais dans une nomination d'adjoint tout simplement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tu as 2 casquettes, sélectionneur adjoint, on l'a dit, des A, et sélectionneur des U23. Alors forcément, encore une fois, je me fais un petit peu le porte-parole des Ivoiriens. Ils se posent des questions sur comment tu arrives à gérer les 2 casquettes, et est-ce que tu comprends finalement que les Ivoiriens aient le sentiment que la priorité est donnée aux A et que tu es moins présent pour les espoirs? Bon. Quand vous dites présent, si vous parlez de la présence physique, c'est sûr que évidemment je suis pas présent pour les rassemblements des U23 quand ils en ont. Ça c'est un constat, mais tout le travail qui est fait en amont, le travail du suivi des joueurs, le travail du repérage des joueurs, le travail pour sélectionner, pour faire les listes. Donc c'est un travail que je fais, et je calcule pas à me dire que bon, comme c'est mon deuxième boulot, on va dire, ma deuxième mission, je vais faire ça à moitié. Non, moi
toujours fait les choses à fond, à 100%. Et que ce soit mon rôle d'adjoint avec Jean-Louis ou mon rôle de sélectionneur des U23, j'ai vraiment aucun problème pour gérer les deux missions, si ce n'est que je ne peux pas me diviser ou me multiplier et être présent aussi bien avec Léa qu'avec le U23. Donc physiquement, je suis avec Léa, mais tout le travail qui est fait en amont pour les U23, il est fait, il est très très bien fait. Les listes, superviser aussi le stage. Comme on le disait, t'as pas pu être présent sur le stage à Alicante. C'est Guy Demel qui était à ta place et qui s'en chargeait. Mais bon voilà, tu arrives quand même à allier les deux pour l'instant. Bien sûr. Après, en ce qui concerne le fait que les Ivoiriens ne comprennent pas pourquoi je suis toujours avec les A et pas avec le 23, c'est tout simplement parce que mon rôle, ma mission première pour laquelle le président Idriss Diallo m'appelle, c'est d'être adjoint de Jean-Louis Gasset avec les A de Côte d'Ivoire et de remporter la CAN qui se déroulera chez nous. Et à cette époque-là, moi, je suis toujours un jeune entraîneur, donc j'avais quand même à côté ce besoin d'avoir une équipe. J'ai toujours eu l'habitude en fait d'entraîner des clubs, des jeunes où on joue tous les samedis, où on s'entraîne tous les jours. Et c'est vrai que ça me coûtait un peu, je vais dire, de basculer avec un système où j'allais me retrouver avec des matchs tous les 1 mois et demi, 2 mois, avec des entraînements qui sont pas réguliers. Mais donc je lui ai demandé si à côté de mon rôle d'adjoint de Jean-Louis Gasset, je pouvais aussi gérer une équipe, et c'est une demande qui a été acceptée par le président et je le remercie encore aujourd'hui. Demande acceptée, on l'a bien compris donc, et donc c'est ton choix, on le souligne à nouveau, ton choix d'entraîner les U23 en parallèle de ta mission première qui est celle d'épauler encore une fois Jean-Louis Gasset aux côtés de Ghislain Printemps. Kalen. Justement, on a vu que le départ de Fabrice Grange a chamboulé beaucoup de choses au niveau du staff, et le fait que tu sois plus présent avec les U23. Mais moi, ma question, c'est à l'avenir, c'est-à-dire après la CAN, est-ce que tu préfères rester avec les A en tant qu'adjoint et potentiellement laisser Guy Demel te remplacer définitivement, parce que tu parlais de présence physique, ou retrouver cette place-là de coach à plein temps avec les U23? Sincèrement, moi, ma vision des choses sur le football ivoirien, il est que le plus important, c'est de développer le foot ivoirien, que ce soit en club, que ce soit l'équipe nationale. Et moi, le plus important pour moi aujourd'hui, dans mon rôle, ce qui est bien, c'est que ma double casquette me permet en fait de préparer aussi la Côte d'Ivoire de demain. Et après la CAN, on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. On ne saura pas, on en saura un peu plus après la CAN et en fonction de ce qui se passera pendant la compétition. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'étais amené à rester à travailler pour la fédération, quel que soit le poste que j'aurais toujours un œil sur toutes les équipes nationales de Côte d'Ivoire. On parlera de l'avenir, justement, tout à l'heure, l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir du football ivoirien, avec toi, probablement. Roland. Oui, parlant des U23 toujours, on a remarqué que depuis votre arrivée, il y a on a autour de 80-90% des joueurs qui viennent de l'Occident. La question qu'on se pose, est-ce que vous ne faites pas confiance aux locaux ou bien c'est la formation locale que vous mettez en doute? Non, c'est pas une histoire de doute. Pour moi, quand vous êtes sélectionneur et que vous avez à préparer un rassemblement, le plus important, c'est d'être juste et de sélectionner les meilleurs joueurs. Okay. Regardez d'où viennent ces joueurs, pour moi, serait une erreur. Donc, je regarde d'abord les performances et les qualités des joueurs avant de regarder s'ils évoluent en Occident ou s'ils évoluent dans le championnat ivoirien. Donc, ma priorité à moi, c'est de faire un groupe où les meilleurs Ivoiriens de cette génération, de cette catégorie, sont sélectionnés, et de faire le meilleur groupe aussi pour comme je l'ai dit, préparer la Côte d'Ivoire de demain. Ok. Joël. Comment as-tu géré ta défaite face au Niger, qui a été synonyme de non-qualification pour les CAN U23 et les JO? Est-ce que pour toi, c'était une grande déception ou au contraire, est-ce que ça a été la déception, mais tu as beaucoup appris de cette non-qualification? Bon, on peut dire déçu, oui. Déçu, oui, parce que moi, je suis un compétiteur. J'aime gagner, je déteste perdre. Et cette élimination face au Niger, elle a été oui, difficile à encaisser, hein, parce que je voyais vraiment un grand avenir avec cette génération qui à mon sens, a une génération qui est dotée de vraiment beaucoup de qualités. Donc, je me voyais vraiment aller aux Jeux Olympiques, hein,
personnellement, et faire une bonne performance là-bas d'ailleurs aux Jeux Olympiques. Pas juste aller aux Jeux Olympiques pour aller aux Jeux Olympiques, mais aller là-bas vraiment pour montrer que le foot ivoirien a de l'avenir. Et malheureusement, c'est vrai que cette élimination a mis un peu un coup au moral. Mais comme on dit, c'est aussi dans les défaites qu'on apprend à se corriger. Il y a certaines choses qui n'ont pas fonctionné, hein, puisqu'on s'est pas qualifié, que ça m'a permis de prendre du recul. Voilà, de prendre du recul, de prendre conscience de ce qui n'avait pas marché pour continuer à progresser. Et comme j'ai dit, le plus important pour moi, c'est de préparer la Côte d'Ivoire de demain, parce que après la CAN, on aura une autre CAN en 2025 au Maroc qui sera importante. On aura la Coupe du Monde qui viendra une année après aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Donc pour moi, le plus important, c'est de vraiment bien préparer les générations futures de la Côte d'Ivoire et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne une nation forte en Afrique. Le meilleur reste à venir, aussi bien sur le terrain que sur le plateau de Nostafoot. Emers Faye, notre invité ce soir. On va marquer une pause rapide et ensuite on revient dans cette émission. Tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Êtes-vous prêts? Population de Côte d'Ivoire, du 26 novembre au 10 décembre, la caravane littéraire Les Coups de la Vie Tour, 7e édition, organisée par les éditions Monacera, avec vous à Dimbokro, Oumé, Sassandra et San Pedro. Thème, la lecture à l'ère du numérique. L'auteur à succès, Anzata Ouattara, et toute son équipe vous attendent nombreux pour une célébration de la littérature. Participation libre. Infoline 07 47 13 67 78 27 22 21 25 80. Partenaire Nostalgie. Le yo-yo, le commando, KS Bloom en concert live. Dimanche 17 décembre, 15h, esplanade du Palais de la Culture. Le rendez-vous des disciples 2023. Tickets disponibles dans le réseau habituel et sur billettier.net à 5 000, 10 000 et 20 000 francs CFA. Infoline 0701 33 33 33. Le rendez-vous des disciples, un événement back-office, pratique agence, Elio Yedou, marraine, Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Partenaire Nostalgie. Sous le haut patronat de Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, sous l'égide de l'ambassade du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, la Fondation Culture du Monde et ses partenaires organisent le festival Come to My Home, qui s'installe pour sa 26e édition à Abidjan, du 27 au 30 novembre 2023. Venez nombreux assister au fabuleux concert de clôture Rhapsodie africaine qui réunira des artistes ivoiriens, marocains et sénégalais, le jeudi 30 novembre à 19h au Palais de la Culture de Treichville. Entrée gratuite. Infoline 07 09 44 01 27. Galerie Péris à Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour madame, c'est déjà le Black Friday. Oui, du 1er au 30 novembre, nos réductions vont jusqu'à moitié prix. Des packs Black Friday. Oui, vous pouvez acheter des assiettes à 850 francs, des télévisions à 95 000 francs, des cafetières à 15 000 francs, des mixeurs à 24 500 francs CFA. En ce moment, vous pouvez avoir un congélateur, un réfrigérateur, un four à micro-ondes à 800 000 francs CFA seulement, au lieu de 1 123 000 francs CFA. J'arrive. Alors rendez-vous dans nos 3 magasins avant le 30 novembre, Marcory, Riviera, Plateau. Je suis en pleine forme, je dégage beaucoup d'énergie. Je me réveille tous les matins sans fatigue et débordant d'énergie. Pour moi, c'est grâce à Univers Énergie. Univers Énergie, nouvelle boisson énergétique qui donne du peps pour bien démarrer la journée. Avec Univers Énergie, relevez tous vos défis et accédez au sommet. Yeah! Univers Énergie, goûtez la puissance. Afrique et Mousso, le concept 100% féminin à ne pas manquer cette fin d'année avec José, Aïcha Traoré, Jaël Mouni, Rosaya, toute de la Côte d'Ivoire, Tania du Burkina Faso et Fatih du Bénin. Samedi 9 décembre au Palais de la Culture de Treichville à 20h. Infoline 01 26 90 52. En prélude à Africa Reggae Festival 2024, Fakoli Productions présente Tikenja Fakoli en double concert à Abidjan. Le mercredi 6 décembre à 19h à la salle Loga François du Palais de la Culture. Concert VVIP, entrée 50 000 francs CFA. Le vendredi 8 décembre à 19h à l'Agora de Koumassi avec sur la même scène Takana de la Guinée-Conakry, Mokalamiti de la France, Kajim le fils de Ja, Spyro et Tikenja Fakoli. Entrée 5 000, 10 000 et 25 000 francs CFA. Ticket disponible sur bietic.net. Infoline 07 11 15 01 40. Partenaire Nostalgie.
Mais où? Il y a un veillé d'opérer chez Move Africa où? Eh oui, le forfait nuit est de retour chez Move Africa. Souscris au forfait nuit à 200 francs CFA seulement et profite de 2 gigantés plus 30 minutes d'appel tout réseau valable de 23h à 5h du matin. Tape vite étoile 303 étoile 3 étoile 1 étoile 5 dièse ou souscris par Move Money en tapant étoile 155 étoile 9 étoile 2 dièse et profitez! Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le plus gros événement de cette fin d'année, le Move Africa Festival, se tiendra les 28 et 29 décembre 2023 à partir de 12h à Marc Horizon 4. Un plateau d'artistes et de DJ nationaux et internationaux exceptionnels tels que Aya Nakamura, Ayrasta, Dadju, Distinct et bien d'autres. Voyager à travers la culture africaine dans notre village artisanal par des découvertes culinaires, d'artisans, une multitude d'animations comme le voyant, le balafon, les masses. Rejoignez une aventure culturelle inoubliable. Passe à partir de 20 000 francs par jour, prévente 15 000 francs pour les 2 jours dans tous les points de vente habituels. Devenez partenaire. Infoline plus 225 07 05 14 14 15. En route pour Thanksgiving 3, la New Praise Family vous convie à un grand concert de célébration et d'action de grâce le dimanche 3 décembre à partir de 16h au Palais de la Culture de Trècheville avec la participation de la chantre Maria Adé. Tickets disponibles à 10 000 et 20 000 dans tous les points de vente habituels. Réservation et infoline 07 47 18 00 00. Thanksgiving 3, célébrons Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Allô, Adams mon frère. Oui, Samuel. Tu es où? Le nouveau Kia Seltos vient d'arriver chez Rimco Motors. Et puis ce n'est même pas cher. Enfin, bro, c'est le moment d'acheter notre voiture. Exactement. On se retrouve sur Rimco Motors alors. Les bonnes affaires sont actuellement chez Rimco Motors. New Kia Seltos, plus grand, plus équipé et moins cher, est disponible chez nous. Vite dans nos différents showrooms pour vous offrir la nouvelle référence des SUV urbains. Plus d'informations au 2721 211 111. Kia, movement that inspires. Dream Africa, c'est offrir l'opportunité de rêver. C'est valoriser les talents de notre continent. C'est accompagner son développement. Dream Africa, c'est partager son authenticité. C'est encourager ses passions et accompagner ses ambitions à travers le monde. Meet Morocco, c'est incarner le meilleur du Maroc. C'est dévoiler son hospitalité et son ouverture sur le monde. Meet Morocco, c'est s'appuyer sur une situation géographique idéale pour connecter l'Afrique au monde. Dream Africa, Meet Morocco. C'est le nouvel engagement de Royal Air Maroc pour transporter notre pays et notre continent sur le chemin du progrès. Royal Air Maroc, Dream Africa, Meet Morocco. Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30. On est de retour dans Nostafoot, votre rendez-vous 100% football du lundi au jeudi de 19h à 20h30. On a l'immense plaisir de recevoir Emers Faé, sélectionneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire, sélectionneur des U23 également. La team est au grand complet. Jolie Rakli Dassina, Roland Danon et Kalen Damessi. Roland, tu avais une question parce que juste avant la pub, on parlait de malheureusement la non-qualification des espoirs pour la CAN U23 et donc pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et c'est clair que le coach, dans ce qu'il disait déjà, il avait avec du recul fait certaines analyses et tout ça. Donc on voulait savoir avec du recul pour lui qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné. Je pense que dans la préparation du match, on s'est pas assez bien préparé. Je pense. On a eu deux stages de 3 jours. Le premier stage en externe, le deuxième stage un stage interne où on a fini par un match amical contre la SOA. Donc je pense que à mon sens, pour préparer un match international, une qualification pour une CAN qualificative pour les Jeux Olympiques, je pense qu'on aurait dû peut-être jouer un match amical contre une autre nation pour vraiment se préparer à affronter un adversaire international qui eux en plus avaient déjà joué le premier tour donc des qualifications de la CAN, donc ils avaient déjà 2 matchs officiels dans les jambes. Donc avec le recul, je pense que j'aurais choisi un match international contre une équipe, un pays pour préparer le match contre le Niger. Tu regrettes pas le fait aussi qu'on soit pas du tout, on n'était pas du tout sur une date FIFA, il me semble, et donc parfois t'avais des joueurs, enfin t'as pas pu bénéficier par exemple de joueurs à l'étranger? Non, mais ça c'est évident. C'est sûr que si c'était un match qui était tombé sur une trêve internationale, je pense que le problème aurait été différent. Je peux même dire qu'il n'y aurait pas eu de soucis parce que l'effectif n'aurait pas été le même. Mais bon, on est la Côte d'Ivoire. Je pense que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on doit être capable avec n'importe quel joueur, avec n'importe quelle équipe, de se qualifier face au Niger. Donc ça, c'était
on va dire que c'est un petit problème. Kalen, vu qu'il y a ce conflit-là de calendrier avec les A, est-ce que tu aurais, si c'était à refaire, est-ce que tu accepterais ce poste de sélectionneur du 23? Bon. Le problème, c'est comme je disais, c'est que quand vous avez pris l'habitude pendant 10 ans à entraîner tous les jours, avec des matchs tous les week-ends, avec la compétition, avec l'adrénaline, et que vous passez à un mode de sélectionneur où vous jouez tous les 1 mois et demi, 2 mois, c'est vrai que c'est compliqué. Donc même avec le recul, je pense que j'aurais demandé à avoir cette équipe en gestion, comme je l'ai dit, parce que le plus important pour moi est quand même de préparer l'avenir de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si on veut continuer de parler des espoirs, justement, quel regard tu portes sur le dernier stage des espoirs à Alicante, là, lors de la dernière trêve internationale, stage mené par Guy Demel, justement, que l'on salue. Très très bon stage. Vraiment très 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 satisfait du stage, du comportement des joueurs, parce que c'est important aussi que les joueurs se comportent bien. Quand on vient représenter son pays, il faut dans l'attitude, en dehors des terrains, il faut être exemplaire. Donc ça s'est très très bien passé sur ce point-là. Après, sur le terrain, ils ont été très très bons aussi. Franchement, très bons. Ils ont battu l'Irak 4-0. C'est vrai que quand on entend Irak comme ça nous fait pas rêver, mais... Qui se préparait pour les JO aussi. Hein. Préparait pour les JO. Et puis la même équipe d'Irak, un mois avant, ils avaient quand même battu le champion d'Afrique U23, qui est le Maroc, 1-0 sur un match amical. Donc c'est pas une équipe qui fait rêver, mais c'est une équipe qui a des très très bons joueurs, qui est très athlétique et qui est difficile à battre. Et nous, on a réussi à les battre 4-0. Donc je tiens à féliciter déjà l'encadrement qui était sur place, et puis les joueurs qui ont su répondre présent et bien représenter la Côte d'Ivoire. Et honnêtement, tu penses que, vu que tu dis que ce stage a été un succès, tu penses que certains joueurs pourraient postuler pour les A, honnêtement, pour la CAN? Bon, pour la CAN, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a plus beaucoup de temps pour intégrer des nouveaux joueurs, mais dans le foot, on sait jamais. On sait jamais. S'ils sont performants en club, ce qui est sûr, nous, le staff des A en haut, on a un œil sur eux. Le coach Gasset et Gislain ont eu le rapport donc, du stage des U23. Ils connaissent aussi les joueurs, ils les suivent. Donc, si ces mêmes joueurs-là qui ont fait des bonnes choses en sélection arrivent à confirmer en club, on ne sait jamais. On va maintenant parler de ta mission avec les A. On a évidemment fait le tour, je pense, sur la question des U23. Alors, en mai 2022, je vais reprendre quand même une déclaration de ton président, le président Idriss Diallo, que l'on salue. Il a déclaré « Mon idée est de confier la sélection à un duo composé d'un coach étranger ayant de solides références et d'un Ivoirien qui possède ses diplômes d'entraîneur. Au bout de 2 ans, il y aura eu un transfert de compétences entre le premier et le second, et l'Ivoirien pourra alors prendre la place du sélectionneur étranger. » Comment on se prépare à être numéro 1 des A dans quelques années? C'est pas vraiment ce qui est dans ma tête en fait en ce moment. C'est vrai que moi j'aime bien faire les choses dans l'ordre et correctement. Ma mission principale, c'est de préparer la CAN et de gagner la CAN. Donc, pour l'instant, je suis concentré sur cette mission-là. Après, si demain, quelles que soient les raisons, j'étais amené à récupérer l'équipe en tant qu'entraîneur principal, bien sûr que je serais content et que je ferai tout mon maximum pour relever ce défi. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Il y a une actu très fraîche qui est sortie, qui a été donnée par le président Idriss Diallo. Vous irez probablement à la CAN avec non pas 23 joueurs, mais plutôt 27 joueurs, selon les nouvelles possibilités. Pour toi, c'est une bonne nouvelle ou pas? Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Une bonne nouvelle, oui et non, parce que quand vous avez 27 joueurs et que vous avez des problèmes physiques ou des problèmes de santé, comme on a pu avoir là sur le dernier rassemblement, quand on est arrivé en Gambie, on a eu des blessés la veille du match, on a eu des malades le jour du match, donc on a eu beaucoup de forfaits le jour du match. Donc quand vous êtes 27, vous avez le temps de voir venir. Donc ça, c'est une bonne chose de ce point de vue-là. Mais après, c'est vrai que 27 joueurs à gérer pour une CAN, pour une compétition où tu vas jouer tous les 3-4 jours, ça peut à un moment donné créer des frustrations dans le groupe pour ceux qui ne jouent pas. Donc il faut avec 27 joueurs, c'est une organisation qui est différente. Il faut gérer les joueurs différemment. Donc ça peut être un avantage comme ça peut être un désavantage. Donc on réfléchira vraiment avec le staff pour savoir quelle sera la meilleure solution, si on part à 23, si on part à 25 ou si on prend aucun risque et on part avec 27 joueurs.
Roland? Est-ce que ça ne fait pas plus de problèmes à gérer lorsqu'on sait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément contents de n'avoir pas joué, ou d'avoir eu des temps de jeu assez réduits? Oui, ça peut. Comme je le disais, quand tu as 27 joueurs, à un moment donné, il y a des joueurs qui jouent pas. Quand on a 4 ou 5, bon, ça peut passer, mais quand on a 7, 8 ou 9, ça peut être difficile à gérer. Donc, si on part sur le fait de partir avec 27 joueurs, je pense qu'on devra avoir une organisation, une gestion du groupe qui sera différente que si on part à 23 joueurs. Comment tu juges globalement les deux derniers rassemblements, les Seychelles et la Gambie? Ça a été un stage positif. Un stage positif parce que déjà on a gagné nos 2 matchs. Donc même si la victoire contre les Seychelles n'était une surprise pour personne, c'est le fait d'avoir marqué 9 buts et de ne pas avoir encaissé contre une équipe comme ça, on sait que c'est toujours bon à prendre pour le moral. Surtout que face aux Lesotho, quelques mois auparavant, on n'avait pas su marquer autant de buts. On avait gagné 1-0 difficilement. Donc contre une équipe qui est un peu de ce standing-là, on a su être beaucoup plus efficace et marquer beaucoup de buts. Et c'était important pour nous parce on sortait d'un stage là où on avait joué le Maroc et l'Afrique du Sud, où on s'était procuré beaucoup d'occasions, mais on n'avait pas su marquer. Ouais. Voilà, on n'avait pas marqué, on avait mis 2 buts seulement. Je dis seulement parce que quand vous regardez comme ça, vous vous dites vous marquez 1 but contre le Maroc, 1 but contre l'Afrique du Sud, c'est pas mal, mais quand vous regardez le nombre d'occasions qu'on a eu contre ces équipes, c'est vrai que marquer 2 buts seulement, c'est surtout contre le Maroc. Ou marquer un but seulement contre le Lesotho aussi. Exactement. Donc, quelque chose que tu avais peut-être, tu t'étais pas exprimé sur la question, mais je pense que tu aurais voulu qu'il y ait un peu plus d'efficacité devant le but aussi face à un adversaire du calibre du Lesotho. C'est ça, c'est pour ça que je dis, c'est bien d'avoir marqué beaucoup de buts contre les Seychelles, et ce qui est encore mieux, c'est d'avoir confirmé 3 jours après, avec tous les soucis qu'on a eu de dernière minute là, d'avoir confirmé en gagnant 2-0, encore une fois sans prendre de but, contre un adversaire qui était un peu plus coriace sur un terrain qui était pas aussi bon que le terrain des Bimpé. Et c'est bien d'avoir confirmé donc et d'avoir gagné ces 2 matchs et d'avoir pris 6 points sur 6. On parlera des soucis dans un instant, Emer, t'en fais pas, on est là pour ça aussi. Joël, t'avais une question, justement? Une petite question. La semaine dernière, on avait parlé de l'importance de la préparation mentale. Est-ce qu'au sein des éléphants, aujourd'hui, il y a un préparateur mental? Sinon, est-ce qu'il y en aura un à la CAN? Ou est-ce que c'est un projet pour les U20, les U23 dans l'avenir? C'est un projet pour toute la FIF, toutes les fédérations. C'est vrai que le foot d'aujourd'hui, avec la pression, avec la gestion des médias, la gestion des supporters, c'est un métier qui est devenu difficile à gérer pour certains joueurs. Donc oui, bien sûr que c'est un projet qui est déjà dans les tuyaux au sein de la FEDO. Et donc, vous dire si ce sera déjà mis en place pour la CAN, là je sais pas encore, mais en tout cas ce qui est sûr, pour l'avenir c'est possible. Oui, pour l'avenir ça fait aucun doute. C'est sûr que un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas rester en arrière. On est obligé d'avancer et de faire les choses dignement par rapport à notre standing. Donc oui, à l'avenir, bien évidemment que nos staffs seront étoffés. On aura des préparateurs mentaux. Emers, honnêtement, est-ce qu'il y a un problème Wilfried Zaha dans la sélection ivoirienne? Un problème Wilfried Zaha, non. Vous savez, tous les joueurs ont leur caractère. Il y en a qui sont timides, il y en a qui sont expressifs, il y en a qui parlent peu, il y en a qui bon, chacun a son caractère, chaque joueur a son caractère, et c'est à nous, les coachs, de faire en sorte que tous les caractères des joueurs se mobilisent pour créer un groupe solidaire et assez performant pour aller gagner une compétition comme la CAN. Donc Zaha n'est pas un problème, et c'est pas parce qu'on l'a pas sélectionné sur la dernière trêve internationale que Wilfried Zaha est un problème. On est d'accord, c'était pas pour un problème de discipline, hein. C'était un problème de logistique, on va dire. Le club souhaitait qu'il parte un peu plus tard, chose que vous avez refusée. Voilà, c'est pas, il y a eu aucun problème de discipline, hein, sur le dernier rassemblement avec Wilfried, et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur son arrivée avec son club, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème Wilfried Zaha, et Wilfried est toujours sélectionnable pour la Coupe d'Afrique. Donc on reverra peut-être Wilfried Zaha sur le maillot des éléphants. Bien sûr, il est sélectionnable, il fait partie du groupe étoffé que l'on a avec qui on devra choisir nos soldats
notre groupe commando pour aller à la CAN. Et bien évidemment qu'à l'heure où je vous parle, il fait toujours partie de ce groupe. Et il y avait un autre cas, justement, ça c'est le cas Odilon Cossonu. On va pas revenir sur les raisons pour lesquelles il a décidé de pas venir. Ces raisons lui appartiennent et de toute façon, Jean-Louis Gasset avait dit qu'il les comprenait et qu'il y a eu un échange très franc avec le joueur. Pas de problème, mais il y a pas comme un paradoxe Cossonu, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il est serein, imperturbable avec le Bayer Leverkusen, je rappelle, leader de Bundesliga. Et puis en sélection, comme le sentiment, en tout cas les Ivoiriens ont le sentiment qu'on lui donne pas assez sa chance. Est-ce que tu partages cet avis? Bon, non, moi je pourrais pas, en tant que coach, je pourrais pas partager cet avis parce que à partir du moment où vous êtes sélectionné, c'est qu'on croit en vous, c'est que vous avez votre chance en fait. Le fait d'être dans le groupe, c'est que vous avez déjà votre chance. Donc dire que Odilon n'a pas eu ou n'a jamais sa chance quand il vient en sélection, c'est pas vrai parce qu'il a commencé d'ailleurs le match face aux Lesotho. Dans la défense à 3 avec Evan Ndika et Ousmane Diomandé. Exactement. Donc, non. Je ne pourrais pas être d'accord avec le fait qu'on dise qu'il n'a pas sa chance quand Odilon vient en sélection. Après, il a fait le choix de ne pas venir sur le dernier rassemblement. Les raisons, lui, il les connaît. Nous, on a entendu. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit un problème de temps de jeu qui ait fait que Odilon ne soit pas venu. Justement, je veux revenir sur Wilfried Zaha. De l'extérieur, on a toujours cette impression que Wilfried Zaha est un joueur à polémique, à problème. Là, tu nous dis que ce n'est pas un problème de discipline s'il n'a pas été sélectionné. Le coach Gasset parle de commando. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es au sein des éléphants, Wilfried Zaha a la mentalité du commando? Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où vous êtes dans notre groupe, c'est qu'on considère que vous avez la mentalité pour venir relever ce défi, parce que c'est un défi énorme. Gagner la CAN à domicile, c'est un point d'interrogation. Au-delà justement de l'efficacité sur le terrain, est-ce que vous travaillez aussi sur l'efficacité psychologique, c'est-à-dire que vous choisissez, effectivement, ils sont très bons en club, etc. Mais est-ce que quelqu'un qui est très bon en club peut ne pas être sélectionné parce que psychologiquement ça va être compliqué pour lui? Oui. Parce qu'on n'en parle jamais de ça, de l'importance de l'état d'esprit. Quand vous êtes sélectionneur, vous pouvez pas faire un groupe seulement avec les meilleurs joueurs. C'est impossible. Et on le voit bien avec Didier Deschamps. Didier Deschamps, il gagne la Coupe du Monde en 2018 sans prendre Karim Benzema, qui est Ballon d'Or. Okay, il prend pas Karim Benzema parce qu'il considère que Karim Benzema dans son groupe ne lui permettra pas d'aller gagner la Coupe du Monde. Donc nous, en tant que sélectionneur, c'est exactement la même chose. On ne pourra pas prendre que les meilleurs footballeurs. On prendra les meilleurs footballeurs plus un groupe qui sera soudé et qui ensemble iront gagner la coupe. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Odilon Cossonu, encore une fois. Alors justement, il nous écoute peut-être. Tu as dit qu'il a démarré, enfin on l'a vu, il a démarré dans la défense à 3 face aux Lesotho. Qu'est-ce qui lui manque pour jouer un peu plus ou postuler pour être titulaire avec la sélection ivoirienne? Non, c'est pas qu'il lui manque quelque chose ou pas, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Malik, il fait une saison énorme. Il fait un début de saison énorme avec Leverkusen. Ils sont premiers devant le Bayern Munich. Donc il est titulaire. Il fait des très bons matchs. Il marque. Très plus titulaire. Il marque des buts. Il a marqué juste avant le stage d'ailleurs. C'est ça. Et non, c'est pas qu'il lui manque quelque chose. C'est que voilà, aujourd'hui dans la sélection, il y a de la concurrence. Il a des concurrents. Grosse concurrence. Là, comme le petit Ousmane qui est monté en puissance aussi, qui est performant dans son club. Il y a Willy Boli. Il y a Willy. Evan Ndika. Il y a Evan. Donc, il y a de la concurrence. Donc, automatiquement, qui dit concurrence dit qu'à un moment donné, nous, en tant que coach, on doit faire des choix. Et depuis le Lesotho, c'est vrai qu'on l'a pas aligné, mais il faut aussi se mettre à notre place parce que on prépare une CAN et c'est important pour un poste comme défenseur central qu'on trouve des joueurs qui s'entendent bien et qui sont complémentaires. Et Evan, c'est un nouvel international. Il vient d'arriver, donc il faut qu'il prenne ses marques. Ousmane, pareil, c'est un nouveau, il est arrivé, il faut qu'il prenne ses marques. Donc, à un moment donné, on était obligé aussi de voir de les faire jouer ensemble. De les faire jouer ensemble et de voir ce qu'ils donnent au niveau international, de voir comment
ils se sont intégrés et adaptés au football ivoirien, au football africain. Donc, à un moment donné, on a été obligé de donner du temps de jeu à des joueurs qui sont à son poste et automatiquement, ça a été au détriment de son temps de jeu à lui. Les amis, ce que je vous propose, c'est que quand même, parce qu'on entendait nos casques crépiter un petit peu, je pense qu'il y a du monde aussi qui cherche à nous appeler, pour interagir un petit peu avec notre ami Emers Faye, je le rappelle, sélectionneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire, sélectionneur des U23 ivoiriens également, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. La ligne est ouverte. Jean-Marie, j'imagine qu'il y a du monde. Bonsoir. Bonsoir Malik. Bonsoir monsieur Cissé Ibrahim. Tiens, c'est marrant que vous nous appeliez justement. J'avais envie de vous entendre. Comment vous allez? Bah ça va bien, hein. Tout le monde est là, Emers Faye est là, tout le monde est là, tout le monde va bien. Bonsoir. Bon, moi j'ai quelques questions pour monsieur Emers Faye. Parce que dès le début de l'émission, il a répété ça 3 fois. Il dit monsieur Idriss Diallo l'a appelé. Moi, j'aimerais savoir, il a postulé ou il n'a pas postulé? Parce que j'entends beaucoup, le président de la FIFA l'a appelé. Vous comprenez? Oui, on vous écoute. Pour être adjoint de M. Jean-Luc Gasset, je crois bien qu'il a postulé. Et il restait 2 candidats. Il était avec M. Choualio Aïdara. Donc, comment se fait aujourd'hui qu'on nous dit que M. Idriss l'a appelé? Là, je n'arrive pas à comprendre. Et ma deuxième question est, pour jouer la CAN des U23, on a eu à participer aux éliminatoires face au Niger. On a été éliminé. Mais moi, j'ai une question là. Cette liste-là, ça a été la liste de M. Emers Faye ou cette liste a été imposée à M. Emers Faye? Pourquoi? Parce que dans cette liste, on retrouvait plus de 5 à 6 joueurs de la SOA. Puisqu'on connaît l'influence du président de la SOA à la Fédération ivoirienne de football, moi, je me pose la question. Est-ce que cette liste a été imposée à M. Emers Faye ou c'est lui-même qui a choisi ses joueurs? Et ma troisième question, est-ce qu'il serait... Déjà, est-ce qu'on pourrait répondre aux 2 premières, monsieur Cissé? Emers. Ok, je vais aller rapidement. Très rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ma troisième question était de savoir, est-ce qu'il pourrait accepter aujourd'hui, après la CAN, être associé à M. Kolo Touré pour diriger cette sélection ivoirienne? Ce sont mes 3 questions et à tout à l'heure. Bon, 3 questions et à tout à l'heure en plus. Il n'y a pas de problème. Emers, on commence par la première. C'était, oui. Par rapport à l'appel du président. Exactement. Bah, aussi, oui, pour qu'un président vous appelle, c'est parce que vous avez postulé. Sinon, si il avait dû appeler tous les entraîneurs qu'il connaissait pour leur... tous les Ivoiriens à travers le monde. Ça aurait été très, très compliqué pour lui. Donc oui, il m'a appelé parce que j'ai évidemment postulé pour le poste. Donc ça, c'est logique. Après, la deuxième question, c'était par rapport à la liste. Par rapport à la liste, la liste des 23. Moi, je suis quelqu'un de très, très juste et très, très honnête. C'est vrai que il y a souvent des bruits qui courent, comme quoi les sélectionneurs en Côte d'Ivoire, ils privilégient certains clubs par rapport aux influences des présidents de ces clubs-là. Mais sincèrement, moi, c'est une pratique qui me concerne pas du tout, en fait. Non, je pars du principe que en cas d'échec, je serai le premier responsable de cet échec. Donc, je préfère échouer avec mes idées et avec mes choix que de faire des choix pour faire plaisir à tel ou tel président. Et demain, quand il y aura échec, si échec il y a, ça me retombe dessus. Donc non, rien ne m'a été imposé. J'ai fait et je fais toujours aujourd'hui mes listes comme je l'entends et comme je le vois. Et si demain président voulait intervenir dans mes choix, je pense que ce serait le début de la fin de notre collaboration. Et la dernière question, je crois que c'était on a donné le nom d'un illustre des légendes du football ivoirien. Il a demandé si une association entre vous et Yaya Touré, Kolo Touré serait accepté par vous, par exemple, pour diriger les éléphants. Franchement, moi j'ai joué avec Kolo, j'ai joué avec Yaya, c'est 2 personnes avec qui je m'entendais très très bien. D'ailleurs, je m'entends encore très très bien avec eux. Et moi, je suis content qu'il y ait parmi nos générations 3, 4, 5, 6 joueurs qui soient devenus entraîneurs. Je pense que c'est encourageant pour le foot ivoirien. Tout à l'heure, je parlais de l'avenir du foot ivoirien. Oui. Ça passe aussi par là. Ça passe par là. Et quand je parle d'avenir du foot ivoirien, je ne parle pas que pour moi.
bien évidemment que j'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de Romaric qui fait du très bon travail, j'ai besoin de Yaya qui fait du très bon travail et puis qui a une expérience énorme, Kolo pareil, qui a une expérience énorme. Donc collaborer avec mes anciens coéquipiers serait un plaisir. Il n'y a pas de raison que ce soit pas possible. Hein, Vraiment. Moi, si j'étais ancien joueur et que j'avais l'occasion de collaborer avec Yaya Touré ou Kolo Touré, je serais bien content. Hein. Je sais pas pour vous, clair, les amis. oui. Allez. Oui, Roland. Roland, non, toi t'es pas. Non, mais attends, t'as un petit sourire. Il m'a lancé un regard, on dirait un fusil. C'est la réponse que vous donnez qui m'étonne. Il me dit, mais attends, c'est tout à fait normal qu'on collabore. Quand on a joué ensemble, on s'entend mieux. Donc, pas forcément. Pas forcément, non. Non, il y a des joueurs qui s'entendent pas. Déjà, non, je prête déjà les mots de Metz. Et Metz dit clairement. Nous, c'est pas parce qu'on rigole, on s'entend pas. Hein. Moi, je vais pas manger le garba avec toi le week-end. C'est sûr que si tu m'invites une fois, je vais venir. Ah ouais? Tu penses? Alors. Moi, m'a jamais invité. Jamais invité pour l'époque. Allez, les amis. On va marquer une pause, mais ensuite, la ligne reste ouverte, évidemment, parce que je pense que les auditeurs et auditrices de Nostalgie ont encore quelques questions à poser à notre invité, Emers Faé, ce soir. La pause avant de revenir dans Nostafoot. À tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. En prélude à Africa Reggae Festival 2024, Fakoli Productions présente Tikenja Fakoli en double concert à Abidjan. Le mercredi 6 décembre à 19h à la salle Loga François du Palais de la Culture. Concert VVIP, entrée 50 000 francs CFA. Le vendredi 8 décembre à 19h à l'Agora de Koumassi, avec sur la même scène Takana de la Guinée-Conakry, Mokalamiti de la France, Kajim le fils de Jah, Spyro et Tikenja Fakoli. Entrée 5 000, 10 000 et 25 000 francs CFA. Ticket disponible sur bietic.net. Infoline 07 11 15 01 40. Partenaire Nostalgie. Les rendez-vous du génie civil, First Company et les ingénieurs civils de Côte d'Ivoire vous invitent au 60e de l'ENSTP. Les jeudis 7 et vendredi 8 décembre 2023 à Yamoussoukro. Thème: comment va l'ENSTP 60 ans après et quels ingénieurs civils pour les 60 prochaines années. Au programme, jeudi 7 décembre, After Work. Vendredi 8 décembre à 9h30, conférence et à 19h, prestige dîner gala. Infoline 07 48 79 16 80 07 49 32 57 53. Hé, ma copine, tu es où? Il y a veillé d'opérer chez Move Africa ou? Eh oui, le forfait nuit est de retour chez Move Africa. Souscris au forfait nuit à 200 francs CFA seulement et profite de 2 gigantés plus 30 minutes d'appel tout réseau valable de 23h à 5h du matin. Tape vite étoile 303 étoile 3 étoile 1 étoile 5 dièse ou souscris par Move Money en tapant étoile 155 étoile 9 étoile 2 dièse et profitez! Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Pour ses 30 ans, Nostalgie, ta radio préférée, t'a offert une pluie de cadeaux grâce à ses partenaires. Royal Air Maroc, BMS CI, Mupemenet, la mutuelle des enseignants, KFC, les matelas Macassi, les jus d'Arcy, la mayonnaise Aromate, Sif comme Assure, Solibra, Décathlon. Air Côte d'Ivoire, Sautive, avec les yaourts de lait, les cornflakes Mairie, lunetterie du Garman, TFC Agro, avec les riz Saloni, Divisma, avec les boissons gazeuses Univers, les laits bonnets rouges, Patéo, Gilles Touré, Brassivoire, Techno, l'eau minérale Belle Saveur. Merci à tous d'être sérieusement décalés. Nostalgie, sérieusement trentenaire. Nostalgie, sérieusement décalé. Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30. De retour dans Nostafoot, il est 19h48 dans 10 secondes. Joël Raclé d'Assina, Roland Danon, Kalenda Messi, Emers Faé, notre invité ce soir. Et bon, je rassure Emers, tout le monde ne posera pas 3 questions. Monsieur Cissé Brahim, il était très attendu. Mais en tout cas, après, on va être assez synthétique parce qu'on a d'autres sujets à aborder avec notre invité. Malgré tout, la ligne reste ouverte. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir. Allô, bonsoir Malik. Oui, bonsoir monsieur. Ah, c'est l'observateur, je crois. Ouais. Non, c'est pas l'observateur. C'est Florentin, c'est Florentin Brou. Ah, Florentin Brou, pardon. Et toutes mes excuses. Vous nous appelez d'où? Vous appelez des plateaux de qui? Bienvenue, monsieur Brou. On vous écoute. Bon, déjà, je tiens à remercier
le coach Faye MS, à le féliciter aussi pour le travail qu'il a bas. Mais moi, j'aurais voulu, comment on appelle ça, le voir sur le banc des U23 que sur le banc des éléphants. Il y a déjà trop du monde sur le banc, que vraiment sa capacité et sa technicité, j'aimerais qu'il apporte sur le banc des U23. Se consacrer carrément pour les U23 pour obtenir des résultats que de en tout cas, moi, j'ai besoin de lire au niveau des U23. Voilà. Justement, oui. Merci en tout cas, merci. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde au niveau des A. Bien reçu, monsieur Brou. Et merci. Une réaction? Bon, on va essayer de... Bon, je sais pas si je pourrais lui faire plaisir par rapport à sa demande. Parce que surtout, il a besoin de toi. Il a besoin de toi sur le plan le banc des 23. Ce qu'on va faire, alors pour l'instant, il va garder son besoin de moi là pour les A et pour la CAN. Et puis on va essayer d'aller chercher la coupe, de garder la coupe à la maison, puis après on en rediscute. Non, parce qu'on est bien d'accord, qu'on le veuille ou non, la priorité c'est la CAN. Encore une fois, la priorité est donnée à la sélection A et la CAN. Ça c'est clair. Non seulement la priorité, mais en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma première mission, c'est ma mission en fait principale, pour laquelle je suis venu et que j'ai accepté de rejoindre la fédération, c'est pour Léa. C'est bien que tu le dises parce que peu de gens le savaient. La plupart des gens, moi, avec qui je discute, ils pensaient que tu étais là que pour les U23. Ah, d'accord. Bon, au moins, j'ai clarifié les choses. Mais c'est ça. Mais parce tu que comprends. moi aussi, c'est ce que je pensais. Mais tu comprends aussi, peut-être, Emers, qui a peut-être un peu de flou aussi autour de la communication. C'est-à-dire que tu prenais l'exemple d'équipe de France tout à l'heure. En équipe de France, Hervé Renard chez les féminines, Didier Deschamps dans la sélection A, Thierry Henry chez les espoirs. Peut-être que les Ivoiriens ont besoin d'avoir cette clarté là aussi qu'on n'a pas tout le temps, qu'on n'a pas souvent eu. Parce que l'annonce de ton arrivée était Emers Faye, sélectionneur des U23. Bah oui. Non, adjoint. Oui. Adjoint quand même. C'était l'info qui était donnée. C'était adjoint, mais il sera en charge des U23. Voilà. Donc j'ai bien fait de venir à Nostalgie. J'aurais dû plus tôt. Mais non, mais c'est tout ce qu'on demande. Nous, c'est vraiment avoir de la clarté sur toutes les infos. Et c'est top. Vraiment, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Allez, on va prendre d'autres questions, encore une fois, d'autres réactions en direct. Bonsoir. Bonsoir Malik Traoré, bonsoir à tes consultants. Bonsoir Monsieur Zou, bienvenue. Bonsoir Monsieur Zou. Et je salue respectivement Faye et Metz. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, je salue Faye et Metz et je lui dis merci et merci déjà d'accepter d'être à la fois avec la sélection A et à la fois la sélection des U23, ce qui n'est pas, c'est mon avis, ce qui n'est pas normal. Dans ses propos liminaires, Faye Metz a dit que lui, ça ne le gênerait pas de remplir les deux missions. Mais moi, en ce qui me concerne, je dis la mission des U23 est mal remplie ou alors est remplie à moitié. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est sélectionneur national, sélectionneur des U23, on est non seulement en permanence chaque fois que les U23 jouent, et on est là au quotidien. Mais pendant que les U23 jouent, on voit Faye Metz qui n'est même pas là-bas, et l'équipe est confiée à quelqu'un d'autre, et lui-même, il est avec la sélection A. Donc moi, je veux demander, ma préoccupation est la suivante, je veux demander à Faye Metz, est-ce que c'est pas mieux de dire clairement les choses, de rester avec l'équipe A, vous consacrer entièrement à l'équipe A, ou bien c'est pour des raisons financières d'une grosse somme, vous voulez remplir les deux missions, avoir les deux casquettes. Merci à vous, on est à tout à l'heure. Tu te rends compte quand même, avant de te laisser réagir, que ça perturbe les gens. Ça perturbe tout le monde. Cette question sur les espoirs. Bah déjà pour être clair, j'ai pas deux salaires. J'ai pas un salaire avec les A et un salaire avec les U23. Non, j'ai mon salaire de ma mission première qui était d'être adjoint. Sélectionneur adjoint des A. Donc déjà sur le plan financier, le fait que j'ai la double casquette ne change rien du tout. Okay, donc si demain je venais à arrêter avec les U23, le salaire que je touche aujourd'hui resterait à l'identique. Donc c'est pas une raison financière, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus une raison d'organisation.
c'est plus une raison personnelle dans le sens où j'avais demandé à toujours regarder une équipe et dans un souci de préparer aussi la sélection de demain, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le suivi des joueurs avec les U23 est beaucoup plus facile quand demain il s'agira de les intégrer chez les A. Donc bon, c'est aussi simple que ça. Après, bon, c'est assez bizarre que ça intrigue autant en fait, que ça intrigue autant et que ça perturbe autant les gens sur le fait que ce soit seulement ma présence physique qui soit contredite, parce que finalement, à part le fait de ne pas être présent sur les stages du U23, tout le travail en amont il est effectué correctement. Donc c'est un avis que je respecte, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas financier déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je ne fais pas mon travail avec les U23 à moitié. Mon travail avec les U23 est fait à 100%. Mon travail aussi d'adjoint chez les A est fait à 100%. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Et on l'a bien compris. Kalen? Ouais, justement, je me posais la question, vu que justement tu es avec les A, comment ça se passe les discussions avec les joueurs? Parce que si t'es pas là physiquement, est-ce que tu t'entretiens avec eux? Est-ce que tu vas les voir? Comment ça se passe? C'est toi qui fais ce travail-là ou c'est ton staff? Ouais, mon staff. Moi, je m'entretiens beaucoup avec les joueurs, hein, parce que quand tu es sur un projet sur le long terme, avec pour certains la projection d'aller chez les A, moi en tant que staff A, je suis quasiment dans l'obligation d'être en contact avec ces joueurs, de les suivre, de les appeler quand ça va, de les appeler quand ça va pas aussi. Donc non, je suis très très souvent au téléphone avec les joueurs, que ce soit les U23 ou que ce soit les A. En fait, moi dans ma tête, c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quoi. C'est pas scindé avec d'un côté les A, d'un côté les U23. Donc non, le travail que je fais dans le suivi, il est fait avec tous les joueurs ivoiriens, et le travail d'un sélectionneur, c'est ça, c'est de suivre. Est-ce que tu penses pas que la présence physique à un moment donné peut leur manquer? Peut poser problème? Poser problème, je pense pas. Je pense pas que ça leur pose problème. Parce que c'est comme ça qu'on leur a dit qu'on allait travailler. Après, leur manquer, j'espère que je leur manque un peu quand même. si je leur manquais pas, ça serait quand même inquiétant. Moi, j'en appelle aussi à nos auditeurs qui nous appellent, auditeurs ou auditrices de Nostalgie. Bon, la parenthèse du 23, on va essayer de la refermer, parce que c'est vrai que on tourne un petit peu en rond sur ce sujet. On a bien compris effectivement que ton rôle premier, c'est celui d'être sélectionneur adjoint, et que malgré tout, même s'il n'y a pas cette présence physique, il y a quand même un travail qui est fait, un travail colossal d'ailleurs, pour accompagner cette sélection espoir. Le prochain rassemblement en mars peut-être, c'est ça? C'est ça. C'est acté déjà? Pas acté non, mais c'est en très bonne voie. En très bonne voie? On peut avoir des... Non, pour l'instant... Moi, j'aime pas parler quand c'est pas officiel. Quand c'est pas fait encore? Si ça se fait pas derrière, ils vont dire que je suis... Ils vont dire, c'est pour ça, c'est parce que t'es pas là que tu t'as pas les bonnes infos. Si tu vas devoir revenir ici pour t'expliquer. Mais a priori, en mars, parce que c'est vrai qu'il y a eu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de rassemblement, un rassemblement en novembre, mais avant ça, on n'en avait pas eu depuis l'été avec le tournoi de Toulon. C'est ça. Et avant ça, c'était le mois de mars au Maroc, le challenge au Maroc. Allez, on va prendre d'autres questions, et donc, s'il vous plaît, la parenthèse du 23, elle est terminée. Allez. On va prendre d'autres réactions directes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Tizier, Kevin. Monsieur Tizier, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, moi, je salue monsieur Ernest Faye. Bonsoir. Même si on ne l'a pas connu autant au moment où il jouait, bon, on attend son nom, donc envie de le parler aujourd'hui. Ah, vous êtes jeune, dis donc. Ben, je suis quelqu'un de 2002. Ah, d'accord. Ok. Donc, moi, j'ai seulement une question à poser à M. Ernest Faye. J'aimerais savoir un peu, bon. Durant mon enseignement, on a été informé que nous, il était venu bon, pour dire comme ça qu'il était venu pour venir être l'adjoint de M. Jean-Luc Gasset. Oui. Et à notre grande surprise, on a été informé aussi que non, il était le coach des U23. D'accord. Donc, ce que moi j'aimerais savoir, pourquoi est-ce qu'il a pris le cas de prendre ce gros risque comme ça pour être l'adjoint de M. Jean-Luc Gasset et le coach des U23, et on ne le voit jamais au banc des U23, toujours auprès des... Bon, on vient juste d'en parler. Alors, on va couper la poire en deux. Moi, ce que je comprends, parce que sur la question de pourquoi il est pas là, on en a déjà parlé. Par contre, Emers,
t'es conscient que c'est quand même c'est un risque que tu as pris au final. Non, pas vraiment. Non, moi je vois pas la chose comme un risque. Ouais. Pour moi, enfin c'est profitable, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis risque, c'est risque par rapport à l'opinion publique, j'ai envie de dire, parce que les gens au final, toi tu te dis que tu peux tu peux gérer ça parfaitement, physiquement notamment, et puis au final, tu peux pas vraiment le faire. Enfin c'est compliqué parce qu'il y a toujours un conflit de calendrier, donc c'est le mini risque que tu as pris entre guillemets. Ouais. Si on peut appeler. C'est tiré par les cheveux, hein, je sais. Hein. Non, après c'est pas. Moi, je le vois pas comme un risque, vraiment. Je le vois pas comme un risque parce que, comme je l'ai dit, à part mon absence physique, on peut rien me reprocher finalement, si ce n'est de pas être là. Ouais. Mais pour moi, à partir du moment où le travail il est fait en amont, à la fin, je pense, à la fin, c'est cette équipe-là des U23 qui auparavant ne jouait jamais. Apparemment, cette équipe ne jouait jamais, sauf quand il y avait des compétitions à préparer. Aujourd'hui, elle joue et on a gagné le tournoi au Maroc en battant le champion d'Afrique U23. Ouais. On a battu l'Irak 4-0. Comme je l'ai dit, même si l'Irak, c'est pas un nom ronflant, c'est une équipe qui avait battu le Maroc 1-0 juste avant. Donc cette équipe est en train de prendre forme, de grandir. Et peut-être que demain, cette équipe sera composée de 50% de cette équipe ira renfler les A et tout le monde sera content. Et merci, on se retrouve dans un instant. Il est 20h, on marque une pause. Ensuite, c'est la dernière ligne droite de cette émission. À tout de suite. Il est 20h. Écoutez Nostalgie à Daloa et environ sur 98.3 FM. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé. De retour dans Nostafoot, l'émission 100% football tous les soirs du lundi au jeudi de 19h à 20h30. Un plaisir d'être avec Emers Faye, encore une fois, sélectionneur adjoint des éléphants de Côte d'Ivoire, sélectionneur des U23 aussi. Je le répète à nouveau. Tu remets une couche, Malik. Ah, toujours. Tu sais comment je suis. Non, mais voilà, plus sérieusement, obligé de faire, de préciser cela, parce qu'on a eu une longue discussion là-dessus, discussion enrichissante au plus haut point. Kalenda Messi également là, tout comme Roland Danon et Joël Héraclide Assina. Moi, j'aimerais, Emers, si tu le souhaites, revenir à présent sur un moment très personnel. Le moment où tu apprends que tu arrêtes ta carrière à 27 ans, la faute à des phlébites à répétition. Alors les phlébites, ce sont des caillots de sang qui se forment dans une veine. En l'occurrence, c'était à la cuisse, non pardon, au mollet, pardon, excuse-moi. Comment tu l'apprends et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Déjà, la chance que j'ai eue entre guillemets, c'est que c'était ma 5e phlébite. Donc j'avais l'expérience maintenant des phlébites. Ouais. Donc quand la 5e phlébite est arrivée, en fait, moi-même, je me suis dit, c'est fini, quoi. Parce que entre la 4e et la 5e phlébite, il y a eu 1 mois. Ça veut dire que j'ai repris, j'ai compéti pendant 1 mois et après, j'ai fait une rechute. Donc, à un moment donné, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ça devenait risqué, en fait, de continuer à jouer. Et je risquais l'embolie pulmonaire à tout moment. Donc, dès que la 5e phlébite, dès que j'ai eu les premiers symptômes de la 5e phlébite, j'ai compris que c'était la fin de ma carrière. Et j'ai envie de dire, du coup, comme tu dis, tu as l'expérience entre guillemets des phlébites. Comment ça se manifeste? C'est-à-dire que tu ressentais quoi? Une gêne, une vraie douleur? Comment ça se passait? Comment ça se manifestait? Oui, en fait, une grosse douleur au niveau du mollet. C'est-à-dire que quand je me lève de mon lit ou de mon canapé, c'est impossible de marcher. J'ai une grosse pointe au mollet et ça, c'est très, très douloureux. Très douloureux et au bout d'1 minute, ça passe. Ça passe. Donc la gêne est moins marquée, mais elle est là, elle est en profondeur. Et une fois que je suis chaud, il n'y a plus de douleur.
Ça veut dire que une fois que je me suis levé pendant 2-3 minutes, mais j'ai plus de douleur. Ça veut dire que je peux marcher normalement, courir. Mais dès que je me rassois ou dès que je suis inactif et que je repars, là j'ai une douleur qui est insupportable. Et là, on parle d'un événement, c'était il y a quasiment 20 ans. Alors, tu en parles quand même aujourd'hui avec assez de recul et tu dis, voilà, c'était la 5e, je me rends compte que voilà, il faut que j'arrête. Mais est-ce que c'est une décision, au final, qui est facile? Même si tu dis que tu avais connu la phlébite auparavant, est-ce que c'est une décision qui est simple dans ta tête? Tu te dis, ouais, il n'y a pas de problème. Ou alors, malgré tout, tu te dis, à un moment donné, j'ai quand même envie d'essayer, j'ai quand même envie de continuer ma carrière. 27 ans. Non, je me suis pas dit que j'avais envie d'essayer parce que vraiment, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, et tu as été bien accompagné par des médecins qui t'ont expliqué aussi tous les risques que tu encourais? Exactement. Déjà, dès la 3e, on avait évoqué la possibilité d'arrêter ma carrière. Donc là, j'avais dit, bon, on va encore essayer. J'ai été voir des spécialistes partout dans le monde, aux États-Unis. Et t'avais quel âge là, sur la 3e? Sur la 3e, je devais avoir 26 ans. Ok. Un an auparavant, à peu près, ouais. Voilà, 26 ans. Donc, non, c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter parce que, comme je dis, à partir du moment où je suis chaud, j'ai plus aucune douleur. Donc je pourrais jouer. Je peux courir, je peux. Le sang circule, quoi. Voilà, le sang circule, donc j'ai pas de problème. Mais à partir du moment où je me rassois, c'est de me relever là qu'il y a un problème. Ouais, voilà. Ouais, ça devient compliqué. Ça a été difficile à accepter, mais j'étais obligé de prendre cette décision quand même. Joël? Est-ce que tu as toujours eu dans ta carrière eu envie d'être coach, ou est-ce que tu as commencé à y penser quand tu as commencé à justement à prendre conscience que la fin était proche, que tu avais des décisions à prendre? Même pas. Alors, j'aurais jamais pensé en tant que joueur, j'aurais jamais pensé que je deviendrais entraîneur après ma carrière. Et même quand j'ai arrêté, j'ai quand même mis un peu de temps à me diriger dans cette voie-là. À cause de l'acceptation? À cause de l'acceptation, au départ, je voulais même plus entendre parler du foot. Donc c'était tellement compliqué que je voulais plus entendre parler de foot. Surtout que moi j'étais à Nice à cette époque et à Nice on venait de recevoir le nouveau stade. Donc bon, le club passait dans une nouvelle dimension. On avait eu le nouveau centre avant, on avait le nouveau stade. Donc c'était en 2012 à peu près. Voilà, j'ai même pas eu la chance de connaître ça. Donc au début je voulais plus entendre parler de foot. Mais ma femme elle me disait bon, Emers, on se connaît ici, on sait que tu vas tourner le dos au foot, mais tu vas revenir. C'est ton premier amour et c'est ton plus gros amour. Donc tu vas revenir au foot. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, quand c'est passé, voilà, une fois que j'ai digéré, je me suis assis, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire dans le foot. Et j'ai pris la décision d'essayer, dans un premier temps, de faire entraîneur, mais j'ai tout de suite pris. Qu'est-ce qui t'a quand t'arrêtes comme ça, qu'est-ce qui te manquait le plus? Est-ce que c'était justement ce nouveau projet avec Nice, un nouveau stade, écrire une nouvelle page de l'histoire de ce club-là qui t'est cher? Ou alors c'est aussi les éléphants de Côte d'Ivoire, tu te disais, bon forcément, votre génération, on court après une CAN, on a envie peut-être d'aller à la CAN, d'aller chercher une autre Coupe du Monde. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus? C'est tout. Le foot en les général. vestiaires. Ouais, c'est tout. C'est la pression, c'est les stades pleins. La compétition. La belle pelouse, la compétition. Moi, j'aime avoir la pression. J'aime quand il y a la pression, quand il y a un résultat qui est difficile à aller chercher là. Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce qui m'a le plus manqué en fait quand j'ai eu mes problèmes de santé. C'est vrai, en termes de reconversion, c'est vrai que tu reviens un peu dans le foot en tant que coach. Si c'était pas le foot, tu aurais fait quoi? Franchement, je me suis toujours posé la question, mais j'ai jamais trouvé la réponse. Ah, ok. Ça aurait été compliqué. Une autre question, si c'était pas coach, dans le foot, t'aurais pu faire quoi? C'est ce que j'ai demandé. Franchement, peut-être directeur sportif ou manager dans une équipe. Pas agent. Je pense que ça, non, jamais. Pourquoi? Non, j'ai pas. Il a besoin du terrain. Déjà, j'ai besoin du terrain, tu mais vas sur le terrain, j'ai pas le caractère pour être agent. C'est-à-dire? Déjà dans la négociation, tout ça, je suis pas bon. Je parle pas trop. Ouais, je parle pas trop. Négocier là, c'est pas trop mon truc. Le côté d'agent qui m'aurait peut-être intéressé, c'est le côté où tu dois t'occuper du joueur, la gestion, la gestion du joueur. Mais sinon, le reste là, non, c'est pas du tout ma tasse. Mais pourquoi Nice et pas Nantes par exemple, au niveau de reprendre une équipe jeune? Bah déjà quand j'ai arrêté ma carrière, j'étais à Nice. Ça faisait 5 ans
5 ans qu'on était à Nice. Ma dernière est née à Nice. Et ma femme se sentait bien à Nice. Donc déjà, c'était. Moi, j'avais fini pour moi. Donc il fallait maintenant que je fasse plaisir aussi à ma femme et à mes filles. C'est pas simple, être femme de joueur. Voilà, qui se sentaient bien à Nice. À Nice, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai. Mais Guy n'aime pas trop Nantes aussi, il faut que je dise la vérité. Voilà, il n'aime pas trop ma femme. Ah, mais comment ça Nantes, la Beaujoire, attends, quand même. Elle a un peu connu Nantes, et comme elle a grandi à Marseille, ouais. Nantes, ça l'a rendu. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'était trop compliqué, en fait, de partir à Nantes, là. Il y a la mer pas très loin, mais c'est pas. C'est pas pareil. Et puis Nice aussi m'a donné cette opportunité de. Ok. Et pas Nantes. Vous n'avez pas même. J'ai pas cherché. Ouais, il faut dire que tu avais quitté Nantes longtemps avant. Tu avais quitté Nantes en 2007. Donc, ouais. Tu avais toujours des rapports avec Nantes quand même? Oui, toujours. C'est la maison. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'étais pour ça que je me suis posé la question. À Nantes. Mais c'est vrai que non, j'ai jamais sollicité Nantes parce que je savais que ça aurait été compliqué de faire déménager toute la famille jusqu'à Nantes. Ça aurait été trop compliqué. Roland, tu as une carrière de joueur, même si ça s'est arrêté à 27 ans, c'est pas bien grave. Là, tu es coach. En tant que coach, quelles sont les références, quel est le technicien qui t'a le plus marqué, que tu suis, que tu essaies de copier en griffe? J'en ai pas connu beaucoup, mais Frédéric Antonetti, quand même, il influence beaucoup ma manière de coacher. Parce que, pourtant, lui, il a un peu grande gueule, non? En fait, quand on le connaît pas, c'est ce qu'on pense de lui. Mais quand on le connaît, on sait que, bon, c'est vrai, il parle beaucoup de la personnalité. Il a de la personnalité. Mais derrière ça, quand c'est votre entraîneur, c'est pas ce côté-là du coach que vous. Mais vous avez des contacts avec lui? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, toujours. Donc lui, il était très très fort tactiquement, très fort tactiquement, et il adorait jouer. Il adorait que son équipe joue. Et moi, c'est un peu ce que j'ai connu à Nantes. Donc, j'essaye de faire en sorte que mes équipes jouent aussi. Donc, on va dire que voilà, le coach qui me ressemble un peu le plus, enfin, que j'essaye de copier, on va dire, c'est Frédéric Antonetti. Et en parlant de jeu, justement, en parlant de terrain à nouveau, je te renvoie un petit peu à ton expérience de joueur. Quel souvenir tu gardes encore une fois de cette génération 2006-là, quand même? Et moi, j'ai l'impression que les Ivoiriens, de toute façon, restent nostalgiques de cette époque. C'est tout à fait compréhensible parce que je ne sais pas si un jour dans l'histoire, on aura à nouveau une équipe comme ça, où non seulement on avait des joueurs de grand talent, mais en plus, on avait des joueurs qui étaient titulaires indiscutables dans tous les clubs ou dans tous leurs clubs. Donc, quel souvenir tu gardes de cette époque? Franchement, que des bons souvenirs. Moi, ce qui me marquait le plus dans cette équipe, c'est que on était très, très dangereux quand on était dos au mur. On avait cette faculté, en fait, quand on était dos au mur, de battre n'importe qui. On avait, en fait, en plus d'avoir des qualités, on avait un mental qui était exceptionnel. Alors, c'est bizarre parce qu'on n'a pas gagné de CAN. Parce que certaines personnes nous ont reproché de ne pas avoir de mental. Mais on était une équipe qui, dos au mur, on était très, très dangereux. Ça va être ma deuxième question, justement. À ton avis, alors c'est encore une fois, c'est une question tout le monde se pose et c'est une question assez facile. Qu'est-ce qui a fait, à ton avis, que vous n'avez pas gagné de CAN? Bon, la première CAN 2006, on ne gagne pas, c'est parce que les Égyptiens ont triché. Guy Demel, il m'a raconté un petit peu, vous avez même pas, limite pas mangé à midi, je crois que c'était ça. Cette première-là, je pense que c'est celle qu'on aurait dû gagner, qu'on aurait mérité de gagner le plus. Même si, paradoxalement, c'est pas en 2006 qu'on était le plus fort. Parce qu'en 2006, on commençait juste à être dans les bons clubs. C'est clair. Mais quand on regarde déjà en 2008, 2010, on était déjà tous dans top level. Voilà. Pardon, je te demande justement de rentrer, pardonne-moi, un petit peu dans le détail. Quand tu dis ils ont triché, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui nous écoutent, qui n'étaient pas là, ils n'étaient pas au Stadium du Caire. Ils ont caillassé notre bus. On a mis plus d'1 heure pour aller au stade, alors que le même chemin, là, on faisait ça. À chaque match, on mettait 10-15 minutes. Donc, ils nous ont agressés, on n'avait pas le droit de sortir sur le terrain voir la pelouse. Pourquoi? Je sais pas. Les Égyptiens, eux, ils étaient sur le terrain, ils étaient là, ils mettaient des trucs dans les buts. Et puis nous, quand on voulait sortir, ils nous ont dit non, vous sortez pas. Donc,
plein de petits détails comme ça qui font que bon. Et puis même avec les arbitres, c'était compliqué. Ouais, sur le match. Ouais. Donc ça c'est pour 2006 et pour le reste. Donc Après, tu fais 2008, 2010 et 2008, 2010, je pense qu'on. Alors autant notre force était dos au mur, d'être très très fort, autant notre défaut, je dois reconnaître que quand tout était tout rose, on avait tendance à se relâcher quand même un peu. Et le problème, c'est que 2008 et 2010, on avait toujours commencé les compétitions très très fort. Très très fort. Ce qui fait qu'après, on baissait un peu la concentration, on se relâchait un peu, ce qui faisait que quand on arrivait dans des matchs un peu plus difficiles, on n'arrivait pas à franchir à faire ce petit plus pour aller chercher la. Donc 2008 par exemple, tu as le sentiment que vous êtes un peu relâché. Je rappelle, vous êtes éliminé en demi-finale face à l'Égypte, 4-1. Exactement. Mais c'est ce que je disais, en fait, on a fait un début de campagne jusque-là qui était magnifique. Mais là, ils n'avaient pas triché. Non. Ils avaient joué à leur manière, là, à leur manière qu'ils savent faire. Là. Mais là, ils n'ont pas triché, c'est vrai. Ils ont pas... En 2006, ils ont triché, mais là, ils n'ont pas triché. Mais c'est vrai que nous, on est arrivé peut-être sur ce match avec trop de certitude. Trop d'assurance. Ouais, trop d'assurance. Très bien. Mais écoutez, dans un instant, ça va être la dernière pause de cette émission. Ensuite, c'est la toute dernière ligne droite. Il va rester 10 minutes à peu près. On parlera un petit peu tactique. On va en profiter encore une fois parce qu'on est avec le sélectionneur adjoint des éléphants et on revient dans un instant pour en parler justement. À tout de suite. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30. Sur Nostalgie, dans Nostafoot. Galerie Périsse à Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour madame, c'est déjà le Black Friday. Oui, du 1er au 30 novembre, nos réductions vont jusqu'à moitié prix. Des packs Black Friday. Oui, vous pouvez acheter des assiettes à 850 francs, des télévisions à 95 000 francs, des cafetières à 15 000 francs, des mixeurs à 24 500 francs CFA. En ce moment, vous pouvez avoir un congélateur, un réfrigérateur, un four à micro-ondes à 800 000 francs CFA seulement, au lieu de 1 123 000 francs CFA. J'arrive! Alors rendez-vous dans nos 3 magasins avant le 30 novembre, Marcory, Riviera, Plateau. Hé, ma copine, tu es où? Il y a veillé de Béret chez Move Africa. Eh oui, le forfait nuit est de retour chez Move Africa. Souscris au forfait nuit à 200 francs CFA seulement et profite de 2 gigaoctets plus 30 minutes d'appel tout réseau valable de 23h à 5h du matin. Tape vite étoile 303 étoile 3 étoile 1 étoile 5 dièse ou souscris par Move Money en tapant étoile 155 étoile 9 étoile 2 dièse et profitez! Move Africa, un monde nouveau vous appelle. 1er décembre 2023, à partir de 16h, à la salle Anoumambo de Trècheville. Ticket 10 000, VIP 20 000 francs CFA. Samy Succès. Samy Succès. Un concert live inédit. Un événement TKS Prod et Before Prod. Info 01 110 11 11 70 07 117 22 50 15. Pour ses 30 ans, Nostalgie, ta radio préférée, t'a offert une pluie de cadeaux grâce à ses partenaires. Royal Air Maroc, BMS CI, Mupemenet, la mutuelle Les Enseignants, KFC, les matelas Macassi, les jus d'Arcy, la mayonnaise Aromate, Sif comme Assure, Solibra, Décathlon. Air Côte d'Ivoire, Sautive, avec les yaourts de lait, les cornflakes Mairie, lunetterie du Garman, TFC Agro, avec les riz Saloni, Divisma, avec les boissons gazeuses Univers, les laits bonnets rouges, Patéo, Gilles Touré, Brassivoire, Techno, l'eau minérale Belle Saveur. Merci à tous d'être sérieusement décalés. Nostalgie, sérieusement trentenaire. Nostalgie, sérieusement décalé. Nostafoot, du lundi au jeudi, avec Malik Traoré et son équipe, de 19h à 20h30. Il reste 12 minutes avant la clôture de cette émission, toujours avec la team Nostafoot. Joël Héraclidassina, Roland Danon, Kalenda Messi et Emers Faye, évidemment. Emers, j'ai envie de te poser une question toute simple, parce que j'avais promis aux auditeurs qu'on parlerait tactique. La Côte d'Ivoire est meilleure dans un 4-3-3 ou un 3-5-2? Parce qu'on a tout testé, depuis quelques mois maintenant, depuis septembre. On a testé le 3-5-2 sur la première trêve. Ensuite, on est repassé sur le traditionnel 4-3-3. Là, on a retenté une défense à 3. Alors,
On se cherche toujours? Non, on cherche pas. Vous savez, c'est pas parce que vous changez de système que ça veut dire que vous cherchez. Des fois, vous faites avec les joueurs que vous avez. Vous faites aussi avec les adversaires que vous allez avoir. Ce qu'on aime faire avec le coach, c'est quand on a un rassemblement avec 2 matchs proches, en fonction du calibre de l'adversaire aussi, on décide de jouer soit très offensif ou neutre. Donc ça, non, c'est pas, moi, franchement, c'est pas parce qu'on change de système souvent que ça veut dire qu'on est en train de se chercher. Je pense qu'on a des certitudes sur les 2 systèmes. Et on a des certitudes sur les joueurs aussi. Ce qui fait que quand on choisit de jouer dans un système, c'est vraiment par rapport aux joueurs qu'on veut mettre et à la dominante qu'on veut mettre sur notre adversaire. Jean-Luc Gasset, il a son 11 dans sa tête aujourd'hui. Le 11 qui va démarrer contre la Guinée-Bissau. Contre la Guinée-Bissau? Ouais. Ah, je sais pas. Hein. Je suis pas dans sa tête. Hein. Allez, il y a 2-3 interrogations, mais c'est peut-être déjà fait, non? Il a au moins 80% de son 11. En fait, on a tellement de bons joueurs. Ouais. Sincèrement, on a tellement de bons joueurs. Ça, c'est vrai. Que là, aujourd'hui, même si moi, je vous dis que j'ai un 11 dans ma tête, ce serait vous mentir. Ouais. Parce qu'on sait pas ce qui peut se passer demain. Surtout qu'il peut se passer plein de choses d'ici la CAN, il peut y avoir des blessures, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais s'il n'y a pas de blessure, on sait qu'il démarre. Et on souhaite qu'il n'y ait pas de blessure. Après, il y a les blessures et après, il y a les performances aussi. Il y a les formes de moment aussi, c'est vrai. Qui définissent le 11 de départ. Donc, moi, je vous dis franchement, c'est pas. Oui, il reste à peu près. Moi, je fais pas de langue de bois. Moi, je dis ce que je pense. Et moi, je vous dis sincèrement, c'est pas qu'on n'a pas avancé, on n'est pas prêt, on est prêt. Mais vous dire aujourd'hui quel sera le 11 contre la Guinée-Bissau, franchement, ce serait ne pas vous dire la vérité. Mais là, on monte à 27 potentiellement joueurs sélectionnables ou sélectionnés. Mais on a déjà un 23 qui se dessine, non? Ah oui, après, bien sûr. Après, on se rapproche. On a passé le dernier stage avant la CAN. Donc, bien sûr, il y a des certitudes, il reste plus beaucoup de, il reste plus 3 de semaines à peu détails à près. régler. Les places sont chères. Les places sont très. Non, par contre, oui, les places sont très très chères. Justement, vous avez réfléchi à rentrer à huis clos, vraiment à quelle période? Après le retour à la rentrée de janvier ou un petit peu plus avant? Aujourd'hui, avec les clubs qui ont beaucoup de matchs, qui jouent encore même pendant les fêtes surtout en Angleterre, notamment. Officiellement, on ne pourra pas avoir les joueurs avant le 3 janvier. Ça, c'est la date officielle. Ça Donc veut dire un que huis clos de 10 jours. Voilà. Ça veut On dire aura que la les liste équipes qui 4 jouent en Angleterre. On aura la liste 4 Le 3. Le 3 janvier? Oui, je crois on aura la liste. Le 3 janvier, on a la liste. C'est une excuse. Ok, non, mais 3 janvier, moi je me prépare, je note dans mon calendrier. 3 janvier, j'attends la liste. Émission spéciale le 3 janvier. Tu peux demander au coach qui vient de nous l'annoncer ici ou pas? Ah, mais il sera là, le coach. Non, mais qui vient de nous le dire sur le messager. Ouais. Conférence de presse. Le 3 janvier, ce sera compliqué qu'il vienne le 3 janvier parce qu'on sera en stage. Ah, ouais, c'est vrai. Donc si vous le délocalisez, peut-être. Ah attends, on va Justement, on va appeler. C'est ce que j'avais envie de délocaliser un petit peu, d'aller en bord de mer. Je pense qu'on va s'organiser. On va s'organiser. Mais 3 janvier, on note évidemment parce qu'on attend avec impatience et encore une fois, bon, on redit ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu une redite, mais 23 joueurs plus ou moins. À aller jusqu'à 27, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'on laisse plus ou moins 4 joueurs sur la touche, mais vraiment sur la touche. Je jouerai pas du tout. Ouais, c'est ça. Après, j'ai su qu'on peut aller jusqu'à 27, mais je sais pas si c'est 27 sur la feuille de match. Ah, ok. C'est 27, c'est 27 appelés, mais pas sur la liste. Mais des fois, ils te disent tu prends 23 sur la feuille de match. Mais il me semble que sur les dernières compétitions, on est allé au-delà de 25. À la CAN Cameroun, c'était comme ça. Ouais. C'était 25. 25. Et 25 mais les deux qui jouent pas sont. C'est ça. Donc 23 sur la feuille de match. Et il me semble qu'à l'Euro 6, c'était à peu près la même chose. On a 24 joueurs et puis il y en a 3 qui restent sur la touche. C'est toujours un peu. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Dans les compétitions internationales, ce qu'ils font généralement, c'est de faire en sorte que même les joueurs qui ne jouent pas soient proches du banc. Ouais. Voilà. Donc, je pense que même si on a 23, 25 sur la liste, ils seront tous du match. C'est pas pareil, pour avoir été joueur. Ouais, c'est pas pareil. Si je suis 26e, même si vous me mettez derrière le banc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Même si tu me mets à côté du tunnel. Non. J'ai envie de jouer. Le fait d'être habillé en tenue, prêt à aller t'échauffer, c'est différent de si t'es en survêt et tu sais que tu vas pas rentrer. C'est pas pareil mentalement. C'est pas la même chose. Non.
Allez les amis, reste 7 minutes avant la clôture de cette émission. On va faire plaisir à nos auditeurs, tiens, pour échanger un petit peu sur cette fin d'émission avec Emers Faé, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir. Bonsoir Malik, bonsoir. Monsieur Zou, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir Faye Mes. Oui, allez-y. D'accord. Bon, Faye Mes a dit que lui, il est l'un des adjoints à Jean-Luc Gasset. Et je sais qu'il y a un adjoint direct de Jean-Luc Gasset. Maintenant, je veux savoir, Faye Mes, les choix tactiques, ou du moins le système tactique de Gasset, je veux savoir, est-ce qu'à 3, et vous en parlez d'abord avant qu'il ne mette cela à exécution, ou bien il est le seul à décider quand il est catégorique, Merci à vous et on est à demain. Après, ça reste une stratégie de guerre, il ne va pas dévoiler ça ici à l'antenne quand même. Moi, j'ai envie de... Vas-y, merci. Le coach, c'est quelqu'un qui partage, qui discute. C'est pas un dictateur, quoi. Donc, c'est lui qui décide à la fin. Ça, c'est clair. C'est lui qui décide à la fin. Mais il demande toujours son avis à son staff. Ça, c'est clair et net. C'est comme les arbitres. Hein. De toute façon, tout le monde, tous les coachs parlent avec leur adjoint, d'où l'importance des adjoints. On est d'accord. C'est comme ça. Oui, mais même moi, c'est vrai que j'ai intégré un staff avec Jean-Louis et Ghislain qui se connaissent depuis 40 ans. Ouais. Donc ils ont des affinités que moi j'ai pas avec eux automatiquement. Mais même moi, il y a pas de différence en fait entre Ghislain et moi, malgré le fait qu'ils se connaissent depuis 40 ans et que moi depuis 1 an et demi, il n'y a pas de différence vraiment. C'est pour ça que quand j'entends deuxième adjoint, à quoi ça sert? Parce qu'il y a déjà un adjoint. Je pense que c'est les gens qui réfléchissent comme ça ne savent pas comment Jean-Louis travaille et comment on travaille en staff. Justement, tu confirmes que il se dit dans le football que Jean-Luc Gasset est très très fort au niveau mental et psychologie. Est-ce que tu confirmes? Bien sûr. Puis son expérience, son passé fait que il était au PSG, PSG avec des joueurs à fort caractère, avec des joueurs qui ont un ego, avec des grands joueurs. Donc il a l'habitude de gérer ce genre de joueurs. Il a été sélectionneur adjoint de l'équipe de France. Donc, avec Laurent Blanc. Voilà, et le coach, il a un passé qui aujourd'hui l'aide à gérer l'aspect mental des joueurs d'aujourd'hui. Allez, d'autres réactions. La ligne reste ouverte encore pour les 4 dernières minutes de cette émission. Ligne ouverte, encore une fois. Bonsoir si vous voulez réagir en direct. Bonsoir, monsieur Malik. Oui, monsieur Cissé. Vous écoute. Ouais, moi je n'ai pas de question, mais moi j'aimerais dire à monsieur Messoaï, je l'apprécie beaucoup. C'est vrai, souvent je suis dur, mais je l'apprécie beaucoup. Moi, mon souhait, c'est de le voir un jour à la tête de cette équipe-là, là, franchement dit. C'est mon souhait et je prie que ça se réalise un jour. Voir un logo à la tête de l'équipe A, mais c'est mon souhait, je sais que ça va se réaliser aussi. Voilà. Souvent, c'est vrai, je suis dur, on tape pas. C'est plus mélangé aujourd'hui. Ouais. Merci, en tout cas merci. Que Dieu t'entende. Amen. Non, vraiment, mais c'est là où tu as dormi la fois, elle est dormi l'avant, quoi. En fait, la stratégie de Cissé, il voulait voir Faye. Il a eu Faye maintenant. C'est ça. En fait, il a voulu secouer le cocotier. Maintenant qu'il a eu, c'est j'aimerais trop que vous soyez sélectionneur. Comme on dit, qui aime bien châtie bien. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci à Nostalgie. Aujourd'hui, il a pu parler à Inès Faye. C'était la meilleure stratégie. Tout était calculé. Et on s'est fait berner, en fait. On s'est fait manipuler. Moi, le premier. Allez, encore d'autres réactions en direct. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Bon, Malik, moi, c'est un coup de cœur pour Faye MS. Il y a... On voit qu'il y avait un coup de cœur. Oh là là. Ah non, mais franchement. C'est Jean-Marie qui a fait exprès de couper. On va prendre d'autres réactions. Quand il y a des critiques, là, ça passe. Mais par contre, quand il y a des coups de cœur, c'est incroyable. Allez, d'autres réactions, en espérant que le monsieur nous rappelle, s'il reste 2 minutes. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, monsieur. Moi, vraiment, je suis très content de la position des Messoaï en U23 et en senior. Au moins, ça pourra faciliter la transition. Le jour qu'il deviendra coach en senior,
numéro 1, ça pourra faciliter la transition, vu que maintenant on n'a plus d'académiciens comme avant où ils jouaient, ils avaient ce mental fort, ils étaient une très grande équipe. Aujourd'hui, on a fait action d'avoir une soirée entraîneur U23 et en même temps entraîneur adjoint senior. Pour moi, c'est une bénédiction. On ne sait jamais, d'ici 2 ans, 3 ans, si ces jeunes-là montent, ils montent avec eux et ça sera une délice quoi, de les voir encore jouer eux tous ensemble. En tout cas, faut dire à Gassi, nous sommes passionnés. C'est tout. Peu importe le joueur qui mérite rien, les supporters sont passionnés. Donc, on va faire attention à nos cœurs. On est des passionnés aussi, on est des passionnés. Merci monsieur. Allez, une toute dernière question, vraiment la toute dernière, parce qu'on arrive à quelques secondes de la fin. Bonsoir. Allô. Allô. Bonsoir la famille. Bonsoir monsieur Do. Ouais. Allez, on vous écoute. Vraiment, merci à vous. Merci aussi pour... C'est vrai que je suis vraiment désolé pour votre carrière parce qu'on vous a vraiment beaucoup aimé en sélection. Avec votre calme et votre assidu. Quand on vous appelle, vous êtes là. Même quand vous jouez, on sent que vous êtes vraiment présent avec des joueurs comme Tioté Cheikh. Bon, vous voyez un peu comme ça. Mais on était vraiment désolé par rapport à votre carrière, votre blessure. Mais Dieu, sachant faire les choses, vous a reconverti encore en sélectionneur. Et on prie encore que vous excellez encore dans ce domaine-là. Vous voyez, quand on choisit quelqu'un comme sélectionneur adjoint, c'est qu'il a le potentiel d'être sélectionneur en équipe nationale. Donc je prie Dieu que vous profitez de chaque instant, de chaque minute que vous avez en sélection et que vous travaillez encore plus. Parce que demain, nous, notre prière est que le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, ça soit un Ivoirien, que ce soit Faye, que ce soit Yaya Touré, que ce soit Kolo Touré, parce que ça soit un Ivoirien. Et on va toujours mettre notre confiance, notre foi en cet entraîneur-là. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Merci. Réaction? Ça fait plaisir. Merci Amir Faye d'être venu. Merci infiniment. Merci Joël. Merci Roland Calen. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines, voire les prochains mois? Gagner la CAN. Ouais, c'est ça. Un peu de repos aussi, avant. Ouais, un peu. On va se reposer quelques jours. Déjà, on a récupéré du dernier stage là, parce qu'il était intense. Ouais, c'était intense. On va se reposer tranquillement. Mais non, mais que vous m'invitiez le 11 février pour vous présenter la CAN. Ah voilà. Rendez-vous est pris. Que je vienne pas ici les mains vides. Rendez-vous est pris. Ouais, tu viendras avec le trophée. C'est promesse, hein. C'est enregistré, hein. Ah oui. Ok, très bien. C'est noté. Déjà, il faut qu'on aille à San Pedro. Ouais, c'est vrai. Pour la liste, déjà. J'ai failli oublier. C'est le plus important quand même. Ça, Mali. Merci. On va remercier Jean-Marie et Mekouyabi à la réalisation qui nous permet à tout le monde de vivre ce direct sur Facebook. Borel, Germaine Guessan également. Merci infiniment. Merci encore une fois. Et on salue Jean-Louis Gasset évidemment. Et puis on vous souhaite plein succès avec cette échéance à venir et qu'on attend tous. Excellente soirée. Demain on commence un peu plus tôt, 18h30. Ce sera soirée Ligue des Champions avec en fil rouge le duel entre le PSG et Newcastle. Excellente soirée sur Nostalgie. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h30 sur Nostalgie dans Nostafoot. Salut à tous, on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur Nostalgie pour décrypter l'actualité football avec Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi, Roland Danon. En plus, vous pourrez réagir en direct, c'est seulement sur Nostalgie. Tout le foot à nu dans Nostafoot. Malik Traoré et sa team vous donnent rendez-vous. Soyez prêts, ça ne sera pas du jeu. Sur Nostalgie, sérieusement décalé.